En fait, j'avais depuis longtemps l'idée d'un projet de film autour des artistes en exil. Et en fait, essentiellement sur cette aventure, cette fuite des surréalistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, les surréalistes qui avaient fui le nazisme à New York. Et en fait, je n'arrivais pas à monter ce film. J'avais en mémoire des images que j'avais trouvées avec une documentaliste 15 ans auparavant, qui était une monographie de Chagall. Et je me souviens très bien d'une conversation avec ma femme qui m'a aidé d'une certaine manière à dérouler cette histoire. C'est-à-dire que moi, je pensais faire un film uniquement sur cette arrivée des surréalistes et notamment Mata, que je connaissais, avec qui j'avais fait un film, me l'avait un peu raconté, euh, que ces artistes qui étaient finalement très connus aux États-Unis, euh, arrivaient, ils avaient tous plus ou moins la soixantaine, à part Masson et Mata, et arriver dans un pays étranger où ils ne parlaient pas la langue et où il y avait quand même comment dire, quelques amis qui les accueillaient, qui étaient le MoMA, qui était Peggy Guggenheim, qui venait de se marier avec Max Ernst, etc., etc. Et en fait, en continuant cette histoire, je me suis rendu compte que c'était aussi le début d'une autre histoire. C'est-à-dire que ces vieux artistes avaient rencontré de jeunes pousses, de jeunes artistes qui étaient les Américains et qui avaient eu comme un passage de relais finalement. Et donc, en déroulant cette histoire-là, et en me rappelant d'une lecture que j'avais eue dans les années 90, qui était le livre qui s'appelle Comment New York vola l'idée d'art moderne de Guy Beau, finalement, j'assemblais petit à petit les pièces du puzzle. Et la dernière grande pièce du puzzle qui m'a convaincu qu'il y avait une véritable histoire à raconter, c'était Storner, qui est Frances, qui est interviewé dans le film et qui, pendant plus de 10 ans, a fait un travail d'enquête formidable pour convaincre et surtout articuler cette histoire absolument incroyable de, de la CIA qui a financé, sans que les artistes le sachent, la peinture américaine. Ce qui m'a passionné dans ce film, c'était de faire un documentaire qui, pour la première fois, je crois, analysait des rapports entre l'art, l'histoire et la politique. Euh, et ça, juste après-guerre, dans une époque assez trouble, qui est les années Truman euh, et la reconstruction européenne. Donc, euh, comment dire, ce qui était fascinant aussi, c'était que ces artistes étaient des artistes d'avant-garde, de gauche, plutôt de gauche, qui pour la plupart étaient nés de l'avant-guerre et de Roosevelt, que ces artistes allaient être utilisés comme des armes euh, politiques et idéologiques. Donc on utilisait finalement des artistes de gauche, d'une avant-garde américaine, qui allait glisser de gauche à droite, d'une opposition à une majorité, de valeurs marxistes à des valeurs libérales, dans une guerre idéologique entre les États-Unis et la Russie. Il disait que pour sauvegarder les valeurs démocratiques, la CIA qui venait d'être créée allait devoir utiliser des méthodes antidémocratiques et mettre en place ce système de fonds de financement totalement occulte qui allait permettre, mais pas uniquement pour l'art, également pour la musique, pour la littérature, pour le cinéma, évidemment, et pour faire, d'une certaine manière, triompher culturellement l'Amérique euh, face à une idéologie, face à je dirais, à une iconographie euh, soviétique un peu
qui allait être ringardisée d'une certaine manière par la modernité du choix de la peinture qui décidait d'utiliser cette peinture abstraite, libre, incarnant ce qu'ils appelaient le libéralisme, la liberté d'entreprendre. Et très vite, les critiques de l'époque arrivent à définir l'abstraction américaine, à dire que finalement c'est des immenses toiles qui ressemblent à cet immense pays, qu'on on peint en dehors des cadres, c'est-à-dire que ça déborde les toiles, les drippings de Pollock ou les œuvres de Rothko sont des choses qui sont absolument gigantesques. Et ça, c'est une véritable nouveauté. Je pense que c'est essentiellement d'ailleurs cette modernité-là qui a fait, qui a révolutionné d'une certaine manière la peinture de l'après-guerre. À la fois, peut-être la menace même qui vient de plus loin, qui est la menace de la bombe atomique, dans un premier temps, qui est en 1945, je pense, un élément à la fois qui angoisse tout le monde et qui est un détonateur finalement pour cette jeune peinture qui décide euh, que après la Shoah, après la bombe atomique, on ne peut plus peindre de la même manière. Et je pense que les poètes disent la même chose avec la poésie, le cinéma aussi. Il y a une véritable rupture qui est très symbolique, mais qui est, je dirais, nécessaire pour repartir à un instant zéro qui est cet après-guerre. D'abord, c'est les personnages. Il y a les personnages européens qui sont pour moi des gens, presque des amis, parce que j'ai fait depuis 25 ans des documentaires sur les peintres, les sculpteurs du XXe siècle, Calder, Duchamp, Chagall, Mondrian, Man Ray, Mata, etc. Et donc, c'est un peu ma famille, je dirais. Je les croise, ils s'entrecroisent, je les retrouve. Euh, quand je parlais tout à l'heure de documents rares qui m'avaient donné envie de faire euh, un film sur l'exil de ces artistes, j'étais tombé par hasard sur 1 heure d'images filmées par une amateur qui était amie de tous ces artistes. Et je pense qu'on a rarement vu ces artistes filmés aussi jeunes, parce qu'ils étaient encore peut-être pas assez très connus pour être filmés. Et ce bout à bout comme ça d'images m'a fait penser que il fallait raconter cette histoire-là avec ces documents-là. Et quand on fait un film, on tire des fils, c'est-à-dire que ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un film qu'on voit ou des images. Et c'est vrai que tout ça réuni m'a conforté dans l'idée que cette histoire pouvait être racontée. Donc après, c'est un travail d'enquête, c'est un travail d'archéologue. On va chercher, ça dure des mois. Il y a des lieux où on sait qu'on peut trouver des choses. Les lectures nous apprennent évidemment qu'il existe d'autres documents. Donc, c'est comme un travail d'archéologue, finalement. On enlève la terre et on découvre petit à petit des choses magnifiques. En fait, oui, moi, donc il y a le livre de Guilbeault, il y a celui de Frances Stoner Sanders, qui s'appelle Qui mène la danse, et qui a été d'ailleurs un peu décrié au moment de sa sortie, parce que c'était une histoire qu'on n'avait pas tellement envie d'entendre, je crois, surtout du côté outre-Atlantique.
voilà, mais donc, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai voulu faire un film tout archive, et au bout d'un mois, un mois et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan finalement de l'histoire qui ne pouvait pas être raconté parce qu'on n'avait pas d'archives, et que il fallait faire venir des intervenants. Donc j'ai choisi 3 intervenants qui sont un Américain, un Anglais, une Anglaise et un Français, qui sont chacun spécialistes de cette histoire à leur manière. Euh, et puis, euh, comment dire, ils étaient aussi une caution de l'histoire racontée. C'est-à-dire que, en tant que documentaliste, moi, je ne suis pas un historien de l'art, je suis passionné d'art et je fais des films sur l'art, mais je n'ai pas de légitimité, on va dire. Donc, j'ai besoin de caution qui vont me garantir finalement que ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Et donc, il y a les personnes qui sont interviewées, donc ces 3 intervenants. Il y avait Jean-Paul Hamelin, qui était conservateur en chef du département des peintures du Centre Pompidou, qui avait en son temps fait l'exposition Face à l'histoire, qui était une magnifique exposition en 1996, qui m'a été évidemment d'un grand secours parce qu'il comment dire, il m'évitait les écueils, il m'a beaucoup appris de choses. C'est une puissance. Et ensuite, eh ben, comment dire, on va chercher des images, on va chercher des films. La réalisation d'un film comme ça est assez empirique en fait. Mmh. Euh, on a des intuitions, on écrit des versions de scénarios qui sont plus des canevas, mais ce n'est pas des fictions où on décide de ce qu'on va filmer et de comment on va raconter l'histoire, puisqu'on est dépendant de ce qu'on va trouver. Donc il y a une part finalement de lâcher prise euh, de notre histoire, et quand on se retrouve en montage, on jongle à la fois avec l'écriture littéraire et l'écriture cinématographique, et avec les documents qu'on trouve, et on jongle aussi avec les émotions, parce que c'est un art qui nécessite de construire émotionnellement le film aussi, et dans sa durée. Donc, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est c'est une alchimie extrêmement délicate et pas facile à raconter, parce que c'est autant les images qui font naître les mots que les mots qui deviennent ou qui vont vers des images. Euh, je crois qu'il y a jamais un texte plaqué sur des images. C'est ce va-et-vient, je crois, qui permet, un peu comme un sculpteur finalement, j'aime bien cette image, de dégrossir une masse et de lui donner une forme.